Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Et on entame ce journal avec la clôture du forum sous le thème stratégie et défis du comité des experts cliniciens. La rencontre s'est tenue sous le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune. Une cérémonie clôturée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad en présence de plusieurs membres du gouvernement et plus de 180 médecins. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé que l'industrie pharmaceutique représente un axe principal dans le programme du président de la République et le plan d'action du gouvernement. Il a rappelé également que le gouvernement, et malgré la crise sanitaire, a mis en place une batterie de mesures organisationnelles et réglementaires afin de préserver l'économie nationale. Abordant la gestion de la crise sanitaire causée par le coronavirus, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé que des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement pour sauver des vies. On écoute Abdelaziz Jarrad. On écoute le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. إن مسعى الإصلاح الذي تبناه السيد رئيس الجمهورية منذ بداية عهدته الرئاسية يأتي انطلاقا من حرصه على ضمان الأمن الصحي للجزائريين وتكييف منظومتنا في هذا المجال لمواكبة التحديات في الصعيدين الوطني والدولي. ومن بين الإجراءات الملموسة الأولى التي أقرها السيد رئيس الجمهورية يجدر ذكر إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسة عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة صحية حديثة متطورة بكل أبعادها. إن الصناعة الصيدلانية تعتبر محورا أساسيا في برنامج السيد الرئيس وفي مخطط عمل الحكومة. وما إنشاء وزارة للصناعة الصيدلانية إلا ترجمة لهذه الإرادة، بحيث كلفت هذه الوزارة بتوفير جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة لإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتحرير المبادرة من أجل بروز صناعة صيدلانية وطنية حقيقية. Et en marge des travaux du comité des experts cliniciens, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a visité une exposition organisée au Centre international des conférences. Il a écouté les doléances des exposants. Également chargé de mener tout ce qui est l'insuline aussi. Vous savez très bien. Très bien. Aussi vont fabriquer l'insuline, l'insuline aussi. toute la journée. Le Spoutnik, Inch'Allah, par rapport à la date prévue, Inch'Allah, on a mis tout en place, des places pour demain. D'abord, Saïdal, c'est une fierté pour nous, pour le pays. Saïdal, Sonatrach, Cosider, ce sont nos grandes entreprises publiques et qui font la fierté de notre industrie. Je crois qu'il faut vous aider à encore mieux vous développer. Il y a des compétences avérées et je souhaite véritablement que vous continuiez à être le moteur de l'industrie pharmaceutique. C'est vous qui allez booster les autres entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, peu importe. Mais Saïdal, je crois qu'elle est ce catalyseur de notre industrie pharmaceutique. L'insuline aussi. Et le comité des experts cliniciens a été officiellement installé ce matin par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed. Il a pour mission, entre autres, l'enregistrement des médicaments et l'homologation des dispositifs médicaux. Le comité est composé des professeurs universitaires, de médecins et de chercheurs. Couverture de Baliza Jlamda, commentaire signé à Abdelmajid Ben Qassi. Le comité aura pour mission de participer à l'organisation de l'ensemble du processus du médicament. Il aura pour rôle de se prononcer sur l'efficacité et l'innocuité des produits pharmaceutiques mis sur le marché, tout en étant associé à l'enregistrement des médicaments
et de l'homologation des dispositifs médicaux. On est dans l'Agence nationale des produits pharmaceutiques dans ses missions. Le comité est composé de professeurs universitaires, de médecins, de chercheurs et autres experts dans toutes les spécialités médicales en relation avec la production pharmaceutique. Et le rôle de cette commission, justement, c'est de traiter les dossiers concernant les médicaments qui seront mis sur le marché. Et donc ces médicaments, ils seront déposés au niveau de l'agence. Et l'agence va les envoyer chez le président de la commission des experts, ou bien du comité des experts. Et le dossier sera traité par un groupe d'experts. Donc chaque spécialité a ses experts. Et le délai de réponse, d'après les données du décret, c'est à peu près 30, au maximum 40 jours. Les experts vont faire un travail approfondi concernant l'efficacité, la sécurité, la valeur ajoutée de ce médicament. Et je pense, après, c'est le bénéfice apporté par ce médicament pour la population algérienne, et particulièrement pour le malade algérien. Je tiens aujourd'hui à souligner les engagements du président de la République à aller de l'avant pour la création de richesses et à mettre fin à la dépendance de l'Algérie de l'importation. L'objectif étant de mettre en place une plateforme à même de répondre aux besoins du marché algérien en produits pharmaceutiques et arriver à produire 70% des besoins nationaux en médicaments. Instaurer une industrie pharmaceutique productrice de richesses, fabriquer des produits à forte valeur ajoutée, encourager la production locale et diminuer ainsi la facture de l'importation et aller vers l'exportation. Le ministre a précisé que son département ne pourra pas mettre en place une industrie ou une politique pharmaceutique sans que les prescripteurs s'impliquent pleinement, pas seulement pour ce qui est de la disponibilité des médicaments, mais aussi dans la dimension économique de l'industrie du médicament qui contribuera au développement du pays. Pour sa part, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, elle sera l'autre instance et partenaire important dans le processus de production pharmaceutique. Voici des explications. À ce titre, l'agence est chargée donc de l'enregistrement des produits pharmaceutiques. Elle est chargée également de l'homologation des dispositifs médicaux, chargée de la fixation des prix des médicaments. Et entre autres, elle est chargée aussi de collaborer avec les experts cliniciens que nous installons aujourd'hui, qui est justement la dernière commission installée, pour justement étoffer cette procédure d'évaluation des médicaments avant qu'ils ne soient mis sur le marché. Place maintenant au travail dans la transparence et le respect de la loi et les règles de l'éthique. De réels autres défis à relever pour ce jeune secteur de l'industrie pharmaceutique. Et je vous propose maintenant d'écouter un producteur algérien de réactifs venu prendre part à cette exposition. La société IMD Production sont fabricants de réactifs diagnostiques médicaux. Nous avons plusieurs spécialités, citant la biochimie, l'immunohémato, l'hématologie. Aussi, nous avons pu développer et fabriquer en full process une nouvelle technologie, les kits de prélèvement et les kits PCR pendant la pandémie du Covid-19. Donc c'était vraiment un défi dans cette période. Nous avons pu le lever. Donc, nos produits est fabriqué en full process. Donc, à partir de la matière première jusqu'à le produit fini, nous avons développé plus de 120 process de fabrication de différentes spécialités. Direction Lyon maintenant pour vous parler de cette action citoyenne de notre communauté algérienne qui est organisée par le biais du collectif citoyen de la communauté, une rencontre durant laquelle les membres de notre communauté ont rappelé leur disponibilité, leur engagement à servir l'Algérie et à participer au prochain processus électoral. La correspondance de Lyon signée Afef Belhouchet.
C'est le jour J pour Nasser Khabat. Né en France, ce père de famille et gestionnaire de biens immobiliers a consacré ces dernières semaines à mobiliser autour de lui les cadres de la diaspora algérienne à Lyon pour monter un collectif citoyen désireux de renforcer les mailles du tissu de la société civile algérienne. Le souffle de l'Algérie a soufflé à travers la volonté du président Tebboune d'apporter des solutions politiques au pays. L'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui avec le collectif était finalement de montrer que notre diaspora établie à l'étranger, notamment à Lyon, pouvait aussi, à tout moment, faire une grande photo de famille de l'Algérie, des Algériens, de Lyon et de sa région. Il est important que cette diaspora apparaisse et le collectif, justement, veut mettre un point d'orgue à valoriser cette diaspora qui est en mouvement aujourd'hui, qui est très sensible à ce qui se passe dans son pays d'origine et qui veut et qui doit contribuer à ce passage de cette nouvelle Algérie qui se dessine. C'est au cœur de la ville de Lyon que cette centaine de cadres, emblème national en main et cœurs pleins d'espoir, se sont donné rendez-vous. Jeunes et moins jeunes, ils réclament une place sur l'échiquier de la construction de cette Algérie nouvelle et sont convaincus que cette dernière passe par une représentation significative à la prochaine Assemblée nationale. Ce qu'on souhaite pour l'Algérie, c'est effectivement de contribuer au renouveau de ce pays dans le cadre de ses futures élections. Espérant que la communauté soit prise en compte dans ses propositions, dans ses revendications, mais aussi qu'elle partie prenante du développement et surtout être le pont entre les deux et la Méditerranée. On attend énormément du processus électoral. Alors moi je suis de la génération du baby-boom, après l'indépendance. Donc je rêve que l'Algérie enfin retrouve ses valeurs. Les nouvelles générations attendent beaucoup de nos dirigeants. Le peuple algérien a le droit au bonheur. Nous les anciens, le train n'est pas passé mais il est déjà loin. C'est pour aider la jeunesse montante, afin qu'ils prennent notre pays, l'Algérie, en charge. Je suis un Algérien de France, je suis né ici et tout. J'ai toujours eu des liens avec l'Algérie. Tous les étés, on allait au bled, on voyait la famille. C'est un pays qui nous tient très très à cœur. Et on a vraiment envie que ce pays aille mieux et qu'on profite de ce moment de crise pour que l'Algérie s'en sorte le mieux possible. Donc voilà, nous on est les jeunes membres du collectif franco-algérien. On est fiers aujourd'hui de représenter l'Algérie en France et on espère participer au mieux à l'évolution et à la construction de la nouvelle Algérie. On espère que tous les jeunes seront impliqués à la construction de celle-ci. Et one, two, three, vive l'Algérie, Tahia el Jazair. Et c'est en soutien au processus démocratique en Algérie que ce collectif a organisé ce regroupement symbolique, comme le souligne leur communiqué. Un collectif qui s'inscrit dans la mouvance d'El Massar El Jadid en Algérie et qui présentera un candidat aux prochaines législatives. Et en parlant de communauté, comme chaque samedi, on prend de vos nouvelles. Vous qui nous regardez à l'étranger ce soir, nous allons revoir un visage que vous connaissez certainement. Younes Drissi Tani, mondialement connu grâce au lancement de Trash Tag Challenge. Il poursuit sa belle aventure écologique à partir de la Belgique. Voici son témoignage. Bonjour Kamel, j'espère que vous allez bien ainsi que toute l'équipe de Canal Algérie. De mon côté, je suis à Bruxelles, c'est très compliqué pour un activiste. Donc beaucoup de mes activités ont été reportées à cause de la situation actuelle. Mais ça ne nous empêche pas d'être actifs, même à distance. Donc j'essaye d'organiser des petits événements, même des opérations de nettoyage sur Alger, sur Tlemcen aussi. Là, on bosse sur une application qui s'appelle Trash Spotter. Cette application qui permet de géolocaliser les déchets et bientôt elle sera fonctionnelle. Je vous souhaite un très très bon mois sacré de Ramadan. Portez-vous bien, prenez bien soin de votre environnement, de votre famille et à très bientôt. Et on salue tous nos téléspectateurs en Belgique. En parlant d'écologie justement, voici un reportage qui va particulièrement intéresser les agriculteurs. Dans un monde où le dérèglement climatique est devenu une réalité, les données météorologiques sont devenues un enjeu pour les cultivateurs. Une station météorologique a été installée à Al-Qsor, dans la wilaya de Béjaïa. Elle est reliée à une application mobile et en un clic, vous allez le voir, elle permet aux oléiculteurs de récolter des données précieuses sur la pluviométrie ou encore sur la prévention des maladies. C'est un reportage signé Fella Benour. Le changement climatique, la sécheresse ou bien les maladies, autant de défis auxquels fait face aujourd'hui l'agriculture et les oliviers en particulier. D'où le recours aux technologies. Ici à Berchiche, à Al-Qsor, dans la wilaya de Béjaïa, Sadr Zouagui
a sauté le pas et installe aujourd'hui une station météorologique, une première en Algérie. Une expérience pilote qui devrait durer au minimum 12 mois. Grâce à un système d'algorithmes et des données agronomiques et climatiques, la station Elysiane permettra de prévenir les maladies et d'optimiser les processus de culture tels que l'irrigation et la fertilisation. Connectées entre autres à un smartphone, ces données sont enregistrées en temps réel. On reçoit les premières données qui sont les données météorologiques, c'est-à-dire température, humidité. Ça c'est pour le début. Après, c'est en fonction de l'évolution de la situation. C'est un processus donc, qui est relié directement par satellite. Elle donne des alertes donc, sur le smartphone du propriétaire il n'est pas censé être sur place, il peut être n'importe où sur la planète, il sait qu'il y a un problème, donc il peut intervenir à temps, 1 semaine, 10 jours à l'avance. Et maintenant, en ce moment, il va pleuvoir. Tout à l'heure, dans 1 heure, on saura combien il y a eu de pluie. Cette technique ou cette méthode pourrait certainement apporter des solutions, c'est-à-dire au moment opportun. C'est avant même l'apparition des dégâts sur les champs. Très bonne solution, une grande solution. Ça facilite le travail, ça facilite l'entretien, ça facilite la surveillance de l'évolution de l'olivier, ça facilite beaucoup de choses. Plus de 1000 fermes dans 10 pays à travers le monde utilisent cette technologie. Résultat, une réduction du coût des traitements des vergers a été enregistrée. Mais pas seulement. La production a nettement évolué en quantité et en qualité. 2 axes qui intéressent aujourd'hui les producteurs et agriculteurs algériens. La modernisation est une nécessité au temps actuel. L'année passée, on a eu quand même une production qui a diminué de 40 à 50%. C'est énorme. On a perdu en quantité, mais aussi on a perdu en qualité. Les maladies, comme vous le savez, c'est la perte, c'est une histoire d'argent. C'est la perte de 40 à 50% du potentiel de production d'un agriculteur. Et c'est énorme. On a envie d'aller vers des marchés internationaux. Il faut y aller vers la qualité. Si l'État arrive à nous aider dans, disons directement, la subvention de la production, les aider à entretenir leurs oliviers, à travailler, à augmenter la production, et nous aide, nous, en tant que transformateurs, dans les frais d'expédition, ça serait déjà pas mal. En attendant, pour une efficacité maximale, un accompagnement est assuré par le partenaire italien à l'origine de ce projet. Sachant que Sadr Zouaghi a prévu de participer au concours national de la meilleure huile d'olive Apulé 2021 et pourquoi pas décrocher une médaille. Et on suivra cette aventure dans nos différents journaux. Dans le grand format de ce week-end, on vous parle des anciens métiers. Certains sont en train de disparaître. Rappelez-vous par exemple quand la dernière fois que vous avez fait appel au service d'un plastificateur ou d'un écrivain public. D'autres métiers, vous allez le voir, essayent de se réinventer en proposant de nouveaux services, comme c'est le cas pour les cybercafés ou encore les photographes de laboratoire. Les anciens métiers peuvent-ils résister face à l'évolution numérique? Réponse dans ce reportage signé Sami Belchir. Algérie, 2021. Un taux de pénétration d'Internet à hauteur de 60%. Un Algérien sur 2 est présent sur les réseaux sociaux. 3 sur 4 sont munis de smartphones. Des consommateurs majoritairement jeunes qui conduisent à des transformations profondes dans le paysage socio-économique. Conséquence de ces transformations, plusieurs métiers disparaissent. Le cyber travaille depuis 2003. La majorité roule. Parce que période de corona ou le Covid, la majorité des cybercafés ont fermé à cause de la pandémie, mais aussi parce que la plupart des internautes se connectent à Internet grâce à leur smartphone. Maintenant, on fait dans la prestation. Le scan, les saisies les mémoires, la consultation d'email. Autre métier en voie de disparition, l'écrivain public et son dactylographe. Assah Chouada, ce sexagénaire n'abandonne pas son outil de travail et demeure optimiste quant à l'avenir de ce métier qui fut indispensable juste après l'indépendance alors que le taux d'analphabétisation frôlait les 5%. المهنة هذه بديت فيها سنة بداية الثمانينات
J'ai commencé à pratiquer ce métier depuis le début des années 80. Ce métier représente un lien entre le citoyen et les différentes institutions, à travers les correspondances, les doléances. Je ne crois pas qu'il va disparaître compte tenu de la demande. Par contre, ce qui va changer, c'est le lieu de travail. Comme c'est une profession libérale, tout le monde peut la pratiquer. Au niveau des cybercafés, par exemple, pour peu qu'il y ait de la maîtrise. Entre cybercafé et écrivain public, un autre métier pourrait bientôt disparaître complètement, celui de plastificateur. À la Grande Poste, nous avons rencontré l'un des derniers que compte la capitale. Je fais de la plastification depuis près de 15 ans. Avec les nouvelles cartes biométriques, l'activité a beaucoup ralenti. Le besoin ne se fait plus sentir. Vous imaginez quand la carte grise sera digitalisée, notre métier pourrait complètement disparaître. Alors que ce plastificateur se reconvertit dans la vente de porte-cartes et autres étuis en cuir, cet ancien photographe studio de Sidi Mohamed se cantonne au petit format de la photo d'identité. Nous travaillons depuis 1976 avec les photos en noir et blanc et les yeux bleus. 20 ans après, la couleur débarque et les machines qui tirent des photos en 1 heure. Depuis, ça meurt petit à petit. Le consommable devient toujours plus cher. D'ailleurs, il y a de moins en moins de studios de photographes où qu'on aille. C'est en train de mourir à cause de la cherté. Dans une Algérie 2.0, traversée par une fracture technologique, nos commerces accusent le coup, s'adaptent tant bien que mal aux nouveaux usages, butent ou se surpassent devant l'obligation de se réinventer. Voilà, pour ces anciens métiers, notre vie est rythmée toujours par cette pandémie. 127 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 101 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. L'élan de solidarité se poursuit avec les réfugiés sahraouis. Un lot de 5000 doses a été offert par l'Algérie au profit des habitants des camps de réfugiés. Il a été réceptionné par la ministre sahraoui de la Santé. Commentaire signé Adel Boukhams. Il s'agit là de la première cargaison du vaccin anti-Covid. Elle a été remise au ministère de la Santé sahraoui, destinée au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf. Ce premier lot de vaccins anti-Covid remis à la ministre sahraoui de la Santé s'inscrit en continuité de l'élan de solidarité avec le peuple sahraoui, ce qui devrait leur permettre de lancer la campagne de vaccination au niveau des camps des réfugiés. Une campagne qui a aussitôt débuté au profit du corps médical sahraoui. L'accompagnement nous a été assuré dès le début de la pandémie à travers la coordination au niveau de la commission mixte. Aujourd'hui, nous avons assisté à la réception du premier lot de vaccins et au début de la campagne de vaccination au profit des citoyens sahraouis. À travers cette action, l'Algérie témoigne encore une fois son soutien et sa solidarité envers le peuple sahraoui. Et dans l'actualité internationale, ce recadrage du Front Polisario à l'encontre du parti présidentiel français La République En Marche suite à une création d'une antenne de son parti dans la ville occupée de Dakhla, une violation flagrante du statut international du Sahara occidental qui fait l'objet d'un processus de décolonisation. C'est ce qu'a dénoncé aujourd'hui le représentant du Front Polisario pour la France. Et l'ouverture d'une antenne par le parti de La République En Marche dans la ville sahraoui occupée de Dakhla a suscité beaucoup de condamnations de la part de plusieurs députés français, notamment le Parti communiste français. Les détails avec Sami Bachir. Nous venons d'apprendre que le groupe et le parti présidentiel de La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, a choisi pour fêter le 5e anniversaire de sa création,
d'ouvrir une permanence à Dakhla, au Sahara occidental, sachant qu'ils disent eux au sud marocain. Et donc ça veut dire que par ce geste, par cet acte diplomatique scandaleux, ils actent l'idée au nom d'Emmanuel Macron que le Sahara occidental serait territoire marocain. 10 jours avant que le Conseil de sécurité de l'ONU ne décide de renouveler la mission chargée de l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, le parti français La République En Marche agit en toute illégalité des principes onusiens. Pour le Parti communiste français, ce coup de force s'inscrit dans la même démarche unilatérale de l'ex-président Donald Trump. Dans la droite ligne de ce qu'a fait Donald Trump en échangeant avec le Maroc le Sahara occidental contre la reconnaissance de l'État d'Israël. Et bien on voit aujourd'hui que voilà, les peuples, les résolutions des Nations Unies, le droit international n'inspirent pas ces gens-là. D'abord leurs intérêts, leurs propres intérêts, et c'est scandaleux. Scandaleux, si le mobile de l'acte n'est un secret pour personne, la Libye n'est pas sans originalité. Être à l'écoute des Français à l'étranger. Sauf que le territoire en question, le Sahara occidental, est un territoire verrouillé par les forces de l'occupation coloniale marocaine et interdit aux étrangers. La différence qu'il y a entre Donald Trump et Emmanuel Macron, c'est que Donald Trump a assumé, lui, devant tout le monde, devant la communauté internationale, et Emmanuel Macron n'assume pas. Il fait en douce, il fait faire par ses chevilles ouvrières le travail, et il donne un geste au roi du Maroc en le faisant faire par le parti présidentiel, mais diplomatiquement il n'assume pas. J'attends de lui une intervention pour réaffirmer le souhait de la France que les résolutions des Nations Unies soient respectées et que le droit international s'applique. Et pour corriger cette infamie, il est souhaitable que le président de la République enfin prenne position pour qu'un référendum soit organisé sur ce territoire et permette l'autodétermination du peuple sahraoui. L'autodétermination, un chantier que le peuple sahraoui construit pierre par pierre, contre vents et marées, en dépit des machinations électoralistes des uns et des plans d'annexion forcée des autres. Et toujours en rapport avec le dossier sahraoui, cette information, la Ligue de football professionnel en Espagne a retiré la ville sahraoui occupée de Dakhla de sa vidéo promotionnelle du match opposant le Real Madrid au FC Barcelone, s'excusant du malaise provoqué dans les esprits des Sahraouis, et ce à quelques heures du début du Classico. On vient en Algérie, on vous plonge à présent dans le monde fantastique des chevaux pour vous parler d'un métier qui passionne et pourtant il est souvent mal connu, celui de palefrenier. Passer des journées entières avec les chevaux demande un certain courage et implique une connaissance certaine. Naïm Al-Walish nous plonge dans le quotidien de Karim dans le club équestre de Hraoua. Il n'a Dieu que pour ses barbes et ses demi-sons. Son club l'aide à mettre le pied à l'étrier à travers des formations. Reportage. Leur métier, c'est de s'occuper du bien-être des chevaux de course et de loisirs, qui sont au nombre de 23 ici, dans cette ferme équestre de Hraoua, où vient de naître il y a 4 jours un poulain nommé Surprise, parce que venu sans que l'on ne s'y attende. Dès 7 heures que le palefrenier pointe à la ferme, et son premier geste, c'est de vérifier l'état de santé de la dizaine d'équidés privés aux locaux dont il a la charge. Rencontre avec Karim, 25 ans, travailleur de l'ambre. Avant que je n'intègre cette ferme, je vendais juste à côté des affaires de plage. De temps en temps, je leur demandais de l'eau pour rafraîchir l'endroit où j'exerçais. Ils étaient tellement bienveillants que du jour au lendemain, j'ai intégré l'équipe de la ferme en tant que palefrenier il y a 2 ans. Et là, je vais passer l'examen de premier degré. Travailleurs acharnés, les palefreniers s'occupent au quotidien du cheval ainsi que des structures qui l'entourent. Des clubs aux écuries, ils sont au four et au moulin et consacrent leur vie entière au bien-être des chevaux. Au tout début, j'avais un peu peur des chevaux, mais avec le temps, j'ai appris à les apprivoiser.
Je viens tôt le matin, je vérifie l'état des chevaux, ensuite je leur donne à manger. Une demi-heure plus tard, je nettoie leur box, je lave leurs membres en douche et à midi, je leur sers une autre ration. Petite pause avant de recevoir les premiers cavaliers qui vont s'entraîner à cheval. Je finis vers 7h, 7h30 du soir. Je n'ai pas fait de formation, mais j'ai appris ici, sur le tas, et j'ai fini par bien maîtriser mon métier. ما اديتش فورماسيون تعلمت هنايا بديت معاهم علموني بشويه بشويه من بعد تعلمت بها. On a ce jeune-là, Karim, il est plein de volonté. Il est en train de préparer le premier degré, Inch'Allah, dans les jours qui viennent. On a donné suffisamment d'expérience, c'est-à-dire sur le plan entretien de chevaux, tout ce qui concerne le soin avant et après le travail aussi. Et j'espère qu'Inch'Allah, dans les prochains jours, Inch'Allah, vous allez voir dans les compétitions nationales et régionales aussi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le métier de palefrenier ne consiste pas seulement à soigner les chevaux, mais exige une grande polyvalence, de sorte que le garçon doit être partout à la fois. Pierre angulaire de cette écurie, il entretient et le matériel et les chevaux qu'il prépare pour les grands rendez-vous compétitifs et autres. Du sport toujours, on vous parle de la 3e et dernière étape de la 25e édition du tournoi de cyclisme de Tipaza. On découvre le programme de cette dernière journée de compétition et le maillot jaune avec Sarat Erbel. C'est dans la joie et la bonne humeur que s'est achevée cette 25e édition du Tour national de Tipaza. Et pour cette 3e et dernière étape, le coup d'envoi de la course a été donné à Koléa. Les cyclistes juniors et seniors ont parcouru une distance de 111 km pour arriver à la commune d'Erbel. Malgré un itinéraire difficile, les cyclistes du GSP ont largement dominé cette compétition. Le coureur Sahir Ayoub a pris le meilleur sur ses coéquipiers Hamza Yassine et Lalouchi Ismail, respectivement 2e et 3e. يا ربي تعاوننا خدمنا باريكيب مع مجمع البترولي ونشكر اصدقائي جي اس بي وما بفضلهم اللي تمكنا من الفوز والحمد لله يا ربي. Parcours très difficile pour aujourd'hui, surtout la montée, la dernière difficulté était un peu difficile. C'était bien pour la préparation pour les Jeux olympiques et ça fait bien de faire cette course pour rester au niveau mondial. Quant aux juniors, c'est Khalef Oussama du Nadir Riyadi Del Ibrahim qui a survolé la course devant Ferkous Abdelkrim et Sharqi Salahdin. السباق تاع اليوم كان شويه واعر فيه عقبه مع الاخر تاع 13 كيلومتر واعره والحمد لله قدرت نبلاصي رايح مع لي شامبيون الاوائل وطلعت الحمد لله انا ديت بريمير بلاص. Hormis les résultats satisfaisants, l'organisation de cette compétition a été sans faille. C'est un niveau plus haut, surtout la participation des athlètes de l'équipe nationale. Aussi, c'est-à-dire la note complète, la couverture sécuritaire, concernant la couverture sécuritaire et sanitaire, vraiment formidable. Donc, grâce à les services de sécurité qu'on a été organisés de cet événement, j'espère que l'année prochaine, l'événement de 2022, et que le niveau ou bien c'est-à-dire l'organisation est mieux que cette année. Un événement sportif parfaitement organisé qui a permis aux participants de bien profiter d'un week-end printanier au milieu des beaux paysages de Tipaza. Et cette information maintenant du tirage au sort de la nouvelle compétition nationale. Les 4 équipes algériennes engagées en compétition nationale, le SC Tif, l'AGS Kabylie, CR Blues Dead ainsi que le MC Alger seront exemptés du tour préliminaire. Cette nouvelle compétition débutera le 20 avril 2021. Et l'opération du tirage au sort a concerné aussi bien le tour préliminaire que les 8e de finale de cette compétition relancée exceptionnellement cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie annulée que vous pouvez découvrir en détail dans ce tableau.
Et le Mouloudia d'Alger se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions, Ligue africaine, après son match nul d'un but partout cet après-midi à Rades face à l'ES de Tunis. C'est la dernière information dans ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.